Voilà, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous êtes sur les 91.3 de la bande FM Odeur Radio qui accueille aujourd'hui un champion olympique. Un champion olympique, c'est pas une blague, c'est un titre de champion olympique. C'est foot Al-Khalifa Ababakar Youm, voilà, médaille d'or olympique aux derniers Jeux paralympiques de Paris 2024 que nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui. Khalifa, bonjour. Bonjour Mayacine, bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices. Voilà, je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui sur les ondes de radio 91.3 de la bande FM. Merci. Khalifa, aujourd'hui, un nouveau médaillé olympique. Ça fait quoi? Ça fait énormément plaisir. C'est des sensations, des frissons, c'est de la joie, c'est de l'émotion. Donc c'est vrai qu'être champion paralympique est quelque chose que tout sportif de haut niveau aimerait faire. C'est un niveau où tout sportif de haut niveau aimerait atteindre. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel, franchement. Exactement. Et voilà, médaille d'or aux Jeux paralympiques, je vais y arriver, de Paris 2024 n'est pas une chose simple. Voilà, d'autant plus qu'aux derniers Jeux olympiques, la France était très mal placée. Oui, c'est vrai que si je prends l'exemple de Tokyo 2021, où on était 8e sur 8 équipes, c'est vrai que comparé à ces Jeux de Paris 2024 où voilà, on est médaille d'or, c'est vrai qu'il y a une sacrée différence. C'est diamétralement opposé, on peut dire. Donc ça fait, c'est quand même, c'est la raison pour laquelle c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc une performance inédite qu'on a réalisée dans ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Effectivement, c'est un exploit dont on ne s'attendait pas à un moment donné. Mais Khalifa, on va parler de l'homme que vous êtes, qui avez choisi de faire du cécifoot. Ça date depuis quand que vous avez cet amour du cécifoot? En fait, il faut dire que moi, j'ai toujours été passionné de football. Même avant de connaître le cécifoot, j'étais toujours passionné de football. Et en dehors du cécifoot, j'étais d'abord athlète. Moi, je faisais de l'athlétisme depuis le Sénégal. Donc, je rappelle juste que je commence à représenter le Sénégal en athlétisme depuis les années 2000. Donc, la première fois que j'ai représenté le Sénégal, c'était en Côte d'Ivoire en 2000, donc lors des Jeux africains pour personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais 17 ans à l'époque. Et en 2003 également, j'ai représenté le Sénégal sur ces Jeux. Et j'étais médaillé d'argent en athlétisme catégorie malvoyant. En 2005 également, j'ai représenté le Sénégal en Arabie Saoudite. Donc c'était à l'occasion des Jeux de la solidarité islamique. Et c'est en 2005 que je suis venu en France. Et quand je suis venu en France, donc sur un reportage sur France 2, donc un reportage sur le cécifoot, c'est là que j'ai découvert le cécifoot et voilà, depuis lors j'ai laissé l'athlétisme de côté pour pratiquer le cécifoot. Et voilà, depuis lors, depuis novembre 2005, je pratique ce sport que j'aime beaucoup. Depuis novembre 2005 à octobre 2024, 19 ans de pratique sportive. Que s'est-il passé pendant ces 19 ans, de la première à la... Beaucoup de choses se sont passées depuis ces 19 ans. C'est vrai que depuis quand je commençais à pratiquer le cécifoot, c'était pas quelque chose de très facile. Pourquoi? Parce que je venais à peine d'arriver en France. Donc c'était un peu compliqué parce que il fallait s'adapter à l'environnement, il fallait s'adapter à une nouvelle vie. Donc c'est entre vivre au Sénégal et
vivre en France, c'était quelque chose quand même diamétralement opposé. Donc il a fallu s'adapter au climat, à l'environnement, donc au mode de vie. Et c'était pas évident. Mais bon, voilà, avec quand on voit donc là, au fait, quand je me rappelle d'où je suis venu, donc avec tout ce que j'ai traversé comme obstacle, comme moment difficile, je me dis que je peux m'adapter à toutes les situations, à toutes les situations. C'est comme ça que j'ai débuté le CC-Foot. Je me rappelle lors de mon premier journée de championnat que j'ai fait en janvier 2006. Il faisait énormément froid. Il y avait de la neige et c'était trop compliqué sur le terrain. Avec un maillot, c'était trop compliqué. Donc, mais voilà, c'est des moments qui m'ont forgé, qui ont fait que qui m'ont encouragé à aller de l'avant, qui m'ont encouragé à persévérer, à avoir de la résilience, du courage, de l'abnégation, donc pour progresser dans mon sport. D'accord. Faire ce sport, il nécessite, pour être encouragé, d'avoir des titres. Oui. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir mon premier titre donc en 2006, lors de ma première saison avec Bordeaux. Et là, ce titre m'a boosté davantage. Ce titre m'a fait savoir que même avec toutes les difficultés du monde, on peut réussir. Même avec un handicap, on peut réussir dans son sport, on peut réussir dans sa vie. Donc ça a joué beaucoup en fait. Ce premier titre que j'ai obtenu en 2006, ça a vraiment beaucoup joué parce que j'ai fait le doublé Coupe Championnat. Ah, carrément, ouais. Et en 2006, et c'était quelque chose d'extraordinaire quand même. Oui. Faire le doublé Coupe Championnat, c'est vrai que ça booste. Aujourd'hui, en parcourant toutes ces années, est-ce qu'on peut dire que le CC-Foot a assez bien développé en France? Oui, le CC-Foot s'est beaucoup développé en France. Parce que quand je suis venu en France, avant, on jouait sur des conditions pas terribles avec des terrains qui ne sont pas adaptés, un terrain qui ne sont pas adaptés à la pratique du CC-Foot. Mais au fur et à mesure, donc ils ont construit quand même pas mal de terrains de normes paralympiques. Donc en France, il y a au moins 5 à 6 terrains de CC-Foot aux normes paralympiques. Et ça n'existait pas à l'époque, en 2006, quand j'étais en France. Vous jouiez dans des terrains de foot normaux, voilà, on jouait sur les terrains traditionnels. On jouait sur des terrains traditionnels qu'on essayait d'adapter avec des barrières qu'on essayait de mettre pour qu'au moins ça rassemble un tout petit peu au terrain de CC-Foot. D'accord. Mais maintenant, on a des terrains spécifiques. On a des terrains dédiés carrément à la pratique du CC-Foot. Et quand même, c'est une évolution pas mal, on peut dire ça comme ça. Voilà. D'accord. Parce que dans ce cas-là, vous parliez des dimensions de terrain. Oui. Ça veut dire que le CC-Foot obéit à des règles spécifiques. Oui. On a des règles au CC-Foot. Déjà, on joue sur un terrain avec 40 mètres sur 20. C'est un terrain qui a les dimensions de hand. Donc, avec des barrières sur chaque longueur du terrain. Donc, ces barrières nous permettent de mieux repérer le terrain et de ne pas sortir du terrain. Parce que s'il n'y avait pas de barrières en CC-Foot, ça allait être un peu compliqué parce que le ballon va sortir souvent du terrain. Et nous-mêmes joueurs, on ne pouvait pas... On sortait du terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle on met ces barrières. Les barrières, mais il n'y a pas que les barrières. Les règles spécifiques. Un Mayacine Diop qui vient regarder Khalifa ne peut rien des fois comprendre dans les règles. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles. D'abord, donc, on joue avec 5 joueurs. Donc, il y a un gardien et 4 joueurs de champ. Par contre, le gardien, il est voyant. Il n'y a que les joueurs de champ qui sont déficients visuels.
Et si vous voyez, donc comme vous avez eu l'occasion de regarder les matchs des Jeux paralympiques, donc vous avez vu qu'on met un masque sur les yeux. Oui. Donc ce bandeau qu'on met sur les yeux, donc ça veut dire que, en fait, en cécifoot, donc il y a des joueurs qui voient un tout petit peu, qui ont un petit récépissé. Comme moi par exemple, si je prends mon cas, moi j'ai un petit récépissé, je vois un tout petit peu de mon œil droit. Et si on ne me met pas ce bandeau, je suis avantagé par rapport à mon coéquipier qui ne voit rien du tout. Oui, exactement. Donc c'est la raison pour laquelle, dans les compétitions internationales, on nous colle d'abord des patchs autour des yeux avec du strap et on met le bandeau. Comme ça, on est vraiment sûr que personne ne voit, personne n'a pas de... Voilà, tout le monde est au même pied d'égalité. Donc, à part ça, à part le masque, donc vous avez vu aussi que le ballon est sonore. Donc, il y a des gros lots dedans. Et ces gros lots nous permettent de localiser le ballon, de pouvoir l'entendre. Donc, on a aussi un guide derrière les buts. Exactement. Donc, un guide qui parle. Quand on arrive aux 13 mètres, le guide a le droit de parler, a le droit de nous guider pour qu'on puisse localiser les buts. Et c'est très, très important. Le guide qui vous dit quoi? Tirer il nous dit soit on est à 10 mètres, on est à 6 mètres, à 8 mètres, et on peut tirer. On peut tirer, il nous le dit. Si on a la possibilité de tirer, il nous dit que là on peut frapper, on peut tirer. Donc le rôle du guide est essentiel dans la pratique. Quand vous marquez ce but-là lors des Jeux Olympiques, là, c'était contre quoi? L'Uruguay? La Chine. La Chine, c'est à un moment où il y avait plein de tensions. Tout le monde avait... La tension était au summum de sa gloire. Parce qu'on avait fait 0-0 durant la première mi-temps. Oui. Et vous savez que la Chine est la troisième meilleure équipe au monde. Après le Brésil et l'Argentine, on parle de la Chine. La Chine, ils sont vice-champions paralympiques en 2008. Ils sont vice-champions du monde en 2023. Donc, ils sont champions d'Asie durant à plusieurs reprises. Donc, voilà, la Chine faisait partie des favoris de ces Jeux paralympiques. Donc, c'était très normal qu'il y ait de l'attention. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a marqué ce but en deuxième mi-temps, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais en marquant le but, c'est le guide qui vous a dit tirer ou qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, non. Cette fois-ci, non. J'ai récupéré le ballon au milieu de terrain. Oui. Donc, j'ai avancé. Oui. Donc, j'ai tenté de faire apparemment, j'ai fait un petit pont. Et voilà, le guide, au contraire, le guide, il me disait de m'arrêter. Parce que peut-être il pensait que le gardien chinois avait attrapé le ballon. Eh bien, moi, j'ai pas écouté le guide. J'ai avancé, j'ai mis le pied. Par hasard, j'ai mis le pied. Et mon pied touchait le ballon et ça a trompé le gardien. Donc, parfois, c'est vrai que le rôle du guide est important. Mais parfois, on n'écoute pas le guide. Parfois, on fait ce qu'on ressent sur le terrain. Parce que moi, j'avais senti que il y a quelque chose qui était possible. Donc, c'est pourquoi, quand le guide m'avait dit de s'arrêter, j'ai avancé et j'ai mis le pied. Oui. Et heureusement que le ballon est rentré. Oui, mais voilà. Parce que comment se fait pour la direction vers le but? Qu'est-ce qui vous indique que le but, c'est par là? Parce qu'on entend le guide. On entend le guide. On entend le gardien chinois qui replaçait ses joueurs. Aussi, on entend les défenseurs aussi qui parlent. Donc, c'est des moyens qui nous permettent de nous orienter et de mieux localiser les buts. D'accord, ok, c'est très bien. Voilà, parce que ça nous avait soulagé ce but-là. Voilà, à un moment donné, tout le monde s'attendait à une série de tirs au but. Est-ce que vous savez que ce but que j'ai marqué contre la Chine, c'est ce but qui nous a qualifiés en demi-finale. Parce que si je ne marquais pas ce but, on n'allait pas se qualifier. En fait, c'est la Chine qui allait se qualifier si on faisait match nul. D'accord. Donc, heureusement que j'ai marqué ce but. Oui. Et heureusement qu'on s'est qualifié en demi et puis en finale. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Ouais, parce que durant les matchs de poule, tout le monde donnait le Brésil à la Chine comme favori pour sortir de la poule. Personne ne nous attendait.
tout le monde disait que c'est la Chine et le Brésil qui allaient sortir des poules. Donc, et quand on a gagné la Chine, on avait notre destin à main. Donc, on avait perdu contre le Brésil, mais on savait que contre le Brésil, on ne pouvait pas faire grand-chose. Parce que le Brésil est une... voilà, tous les championnats paralympiques, depuis 2004, c'est le Brésil qui les a remportés. Ils ont remporté 2004 Athènes, 2008 Pékin, 2012 Londres, 2016 Rio, 2021 Tokyo. Donc, ils ont tout remporté. Sauf cette année. D'accord. Ah, voilà. OK. Donc, voilà. Le Brésil, c'est la meilleure équipe de CC Foot au monde. Parce que c'est des professionnels. Exactement, ils sont professionnels. Ils ont un championnat professionnel. Et, ils recrutent même des joueurs étrangers qui viennent jouer dans leur championnat. Donc, ils mettent beaucoup de moyens. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, le Brésil, ils ont un grand centre paralympique. D'accord. Qui regroupe tous les sports paralympiques, dont le CC Foot et les autres sports. Et ils leur mettent dans les meilleures conditions. Même quand on était là-bas au mois de mai, donc on logeait dans ce centre paralympique où il y a toutes les commodités pour pratiquer le sport. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est un bon centre d'entraînement. Exactement, c'est un très bon centre d'entraînement. Un exemple pour la France. Pour la France, qui est un pays très développé. Et pourtant, en France, on n'a pas ce centre paralympique. Pourtant, on a l'INSEPS et tout, on a Clairefontaine. Mais sur tout ce qui concerne les sports paralympiques, on n'a vraiment pas de centre référent. Et ce serait quand même une bonne chose que ce centre soit construit ici. Voilà, pour qu'on puisse pratiquer notre sport dans les meilleures conditions. Par exemple, je te donne juste l'exemple de l'équipe de France de CC Foot. Nous, on fait nos stages à Lens, au centre de formation de Lens, à la Gaëte. Pourquoi Lens? Pourquoi Lens? Parce que c'est Lens qui a accepté de nous accueillir dans leurs belles installations. Donc, on a installé là-bas des barrières pour le CC Foot et tout. Et ils nous accueillent à chaque stage de l'équipe de France. Et ils nous mettent dans les mêmes conditions comme leurs professionnels, leurs joueurs professionnels qui sont là-bas, qui sont dans le club du RC Lens. Et c'est quand même une reconnaissance particulière. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Exactement. C'est une reconnaissance particulière que vous dites, Khalifa. Mais cette reconnaissance particulière doit vous booster, vous, aujourd'hui, afin d'ouvrir d'autres horizons à partir du CC Foot. Oui. Mais vous savez, moi, en dehors de la France, j'ai d'autres projets de développer le CC Foot. En particulier, mais tous les sports paralympiques, j'ai vraiment envie de les développer dans mon pays d'origine, par exemple au Sénégal, déjà. Donc, et pour ça, j'espère avoir l'appui des autorités sénégalaises, donc peut-être qui me permettront de réussir ce challenge. Pour réussir ce challenge, par exemple, vous souhaitez développer ce CC Foot, par exemple, ou les handisports au Sénégal, qui soient beaucoup plus reconnus, qu'il y ait beaucoup plus de moyens. Exactement. Mais est-ce que vous avez les interlocuteurs nécessaires pour ce projet? Bon, avec les nouvelles autorités, j'en ai pas beaucoup. Je commence à trouver des contacts déjà, parce que on m'a présenté le délégué général à la protection sociale, donc qui m'a promis de me présenter le nouveau ministre des Sports dès mon retour au Sénégal le 23 octobre prochain. Donc je cherche des contacts de gauche à droite, je cherche des interviews de gauche à droite, donc pour que les Sénégalais savent qu'il y a un Sénégalais donc, qui a remporté une médaille paralympique. Et si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas, je pense que je suis le premier Sénégalais à remporter une médaille d'or paralympique. Un premier Sénégalais qui est d'origine sénégalaise, qui a déjà représenté le Sénégal dans d'autres compétitions, donc qui est né au Sénégal, grandi au Sénégal. Donc venir en France et remporter une médaille d'or paralympique, je pense que je suis le premier Sénégalais à avoir faire cet exploit. D'accord. À arborer la médaille d'or olympique autour du cou, c'est quelque chose de très encourageant. Et les autorités
Avant le Sénégal, vous avez voulu développer le cécifoot dans d'autres pays? Oui, au fait, comme je vous avais dit auparavant, moi, le cécifoot, je commence à le développer au Sénégal depuis 2006. D'accord. Normalement, si tout était normal, si tous les moyens étaient mis en place, aujourd'hui le Sénégal ce serait une très grande équipe de cécifoot. Déjà, parce que quand on a commencé avec le Sénégal en 2006, on a commencé au Maroc en 2007. Et pourtant, aujourd'hui, le Maroc fait partie des plus grandes équipes de cécifoot au monde. Et ils sont déjà médaillés de bronze aux Jeux de Tokyo. Déjà. Et c'est quand même un exploit extraordinaire pour une équipe africaine. En dehors du Maroc, on l'a fait au Cap-Vert en 2016, on l'a fait au Cameroun, on l'a fait au Nigeria, au Mali, en Côte d'Ivoire. Même en Europe, on l'a fait en Suède. On est parti développer le cécifoot en Suède en 2017. On l'a fait également en Italie, donc en Grèce. On l'a vraiment fait dans pas mal de pays déjà. Et pour moi, c'est quelque chose de très important pour pouvoir développer les sports pour déficients visuels. Exactement. Et je crois que les autorités sénégalaises seront assez averties à partir de cette interview pour savoir que voilà, le handisport est à développer au Sénégal et particulièrement le cécifoot à travers Khalifa Ababacar. Il y a beaucoup de choses qui restent à réaliser, qui restent à faire. Je pense, de toute façon, moi, je ferai tout ce que je peux de mon côté, déjà. Je vais vraiment profiter de ce titre olympique, de cette médaille d'or. Pour essayer de rencontrer les autorités, même si j'ai la possibilité de rencontrer monsieur le président de la République ou le Premier ministre, je le ferai. En tout cas, je ferai tout ce qu'il faut pour les rencontrer. Après, je ne sais pas s'ils vont me recevoir ou pas, mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour être reçu par le président de la République, par le ministre des Sports, pour leur parler de mon projet de développer le sport. Même le sport en général, je vais même au-delà des sports paralympiques, même le sport en général, parce que j'aimerais bien que les jeunes sportifs sénégalais, voilà, et voient mon parcours, entendent mon parcours pour pouvoir réussir leur carrière sportive, sportive du moins. Donc, c'est ce que je compte aller dans les écoles, dans les clubs sportifs, pour leur parler de mon parcours, pour les encourager à vraiment persévérer davantage, pour pouvoir être des sportifs professionnels comme les Sadio Mané, comme les grands joueurs, pour pouvoir être des sportifs olympiques ou paralympiques. Donc pouvoir, parce que je pense que c'est depuis 1988 que le Sénégal n'a pas de médaille olympique, avec autant de El Hadj Amadou Diaba qui a décroché une médaille d'argent. Donc aux Jeux Olympiques. C'était à Tokyo. C'est à Tokyo en plus. Je crois. Voilà, donc. C'était à Séoul. C'était à Séoul. Et donc de 88, donc ça fait 36 ans que le Sénégal n'a pas décroché des médailles olympiques. Et là, pour moi, c'est pas normal. Certes, le Sénégal n'est pas un très grand pays, mais je pense que si les sportifs sont mis dans de bonnes conditions, je pense qu'ils réussiront à obtenir des médailles olympiques ou paralympiques. Oui, exactement. Tout cela va dans le sens d'une politique générale sportive qui permettra à tout un jeune de se sentir concerné par le sport. Exactement. Et puis parce que le sport n'est pas juste un moyen de réussite, mais un moyen d'éducation qui permet aux jeunes de se développer. Et aujourd'hui, moi, Khalifa, je voulais rebondir ça parce que j'ai vu le Premier ministre parler avec des handicapés et faire une tribune sur l'éducation et le handicap face à des élèves handicapés à qu'il a reçus et qui étaient parmi les meilleurs du Sénégal. Exactement. Voilà. Oui, j'ai eu la chance d'écouter le Premier ministre qui a été vraiment sensible déjà aux problèmes, aux difficultés que vivent les personnes vivant avec un handicap. Déjà, je pense que si j'ai l'occasion de le rencontrer, je pense que
sur le plan sportif, j'aurai l'occasion de lui parler de tout ce qu'on doit faire pour que le sport, les sports paralympiques se développent au Sénégal, même le sport pour que le sport en général se développe au Sénégal. Parce que, comme tu l'as si bien dit, le sport est un moyen d'épanouissement, un moyen de se surpasser, qui est un moyen d'intégration, d'insertion, même sociale et professionnelle. Donc, c'est parce que en dehors de ma carrière sportive, à côté, j'ai consultant en emploi, en insertion sociale et professionnelle. Je suis également chargé de développement des ressources humaines et de projets. Donc, tout ça, j'aimerais vraiment le développer dans mon pays d'origine pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de venir en France, de pouvoir pratiquer leur sport dans le pays et dans les meilleures conditions, et de pouvoir participer surtout aux compétitions internationales comme les championnats du monde, les championnats d'Afrique, les Jeux paralympiques déjà. Et en tout cas c'est mon souhait. Et j'aimerais vraiment être accompagné pour que ce souhait soit réalisé. Exactement. Avant de terminer cette interview, le message que vous donnez aux jeunes qui handicapés, qui veulent faire du sport, et puis à la jeunesse en particulier. Exactement. En fait, déjà pour les personnes vivant avec un handicap, moi je les encourage vraiment à persévérer davantage. Je les encourage à avoir le courage et l'abnégation de ne rien lâcher. Parce que si je prends mon propre exemple, j'ai eu un parcours vraiment extraordinaire. Donc, parce que c'est à l'âge de 4 ans que j'ai eu des difficultés visuelles avec parce que j'ai eu la rougeole qui a affecté mes yeux, qui a été mal soignée parce que je suis né dans une famille extrêmement pauvre avec des parents qui ne connaissaient rien de ma maladie. Et malheureusement ça a affecté mes yeux. Et malgré tout, j'ai rien lâché. Malgré le manque de moyens et tout, j'ai vraiment voulu aller de l'avant. J'ai toujours persévéré. J'ai toujours eu de la résilience. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à ce stade. Donc c'est pourquoi j'encourage tous les jeunes en particulier, que ce soit des jeunes vivant avec un handicap ou des jeunes qui n'ont aucun handicap. Je leur encourage vraiment à ne rien lâcher. À toujours avoir l'envie de gagner, l'envie d'aller de l'avant, donc pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Effectivement, et parce que vous venez d'un pays où des fois être handicapé n'autorise pas à une certaine réussite sociale. Oui. Parce que au niveau des études, vous avez pu faire des études, avoir des diplômes, avoir des diplômes universitaires, et venir en France, et dans un pays comme le Sénégal, et souvent le handicap est un frein à l'évolution personnelle. Exactement, c'est vraiment un gros frein. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu sur le programme des nouvelles autorités, donc quand j'ai vu qu'ils comptent construire de nouvelles écoles spécialisées pour déficients visuels, je me suis dit que si c'est réalisable, ce serait quand même extraordinaire, parce qu'au Sénégal, on n'a qu'une seule école pour déficients visuels, qui est l'INEFJA de Thiès. Exactement. Et il a une capacité d'accueil de moins de 200 élèves. Et il y a beaucoup de parents qui veulent inscrire leurs enfants dans ces écoles spécialisées. Bon, certes, ils commencent à faire ce qu'on appelle l'école inclusive, c'est-à-dire d'amener les enfants déficients visuels dans les écoles normales, et de les former, de les former. Et je trouve ça intéressant. Mais si on pouvait augmenter les écoles spécialisées, je pense que ce serait quelque chose d'extraordinaire.
Voilà. Effectivement, effectivement. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut développer. Exactement. Et puis changer la mentalité des personnes. Surtout que les handicapés ne pensent pas que handicap égale mendier et que finalement, le handicap, nous sommes toujours quelque part handicapé de quelque chose. Voilà, c'est comme ça ma philosophie. Ce qui est difficile dans nos pays africains, c'est ça le problème, c'est la stigmatisation. Parce que c'est vrai que voilà, la plupart du temps, on pense que dès qu'on est né avec un handicap et dès qu'on a un handicap, on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire. Ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être dans la rue, de manier, de tendre la main. Et il y a pourtant beaucoup de Sénégalais ne savent pas que les déficients visuels peuvent aller à l'école, peuvent avoir des diplômes. Beaucoup de personnes ne le savent. C'est pourquoi il faut sensibiliser davantage. Exactement. Il faut sensibiliser les parents. Changer la mentalité. Pour que le regard change, le regard que le public a sur le handicap change, comme on le fait en France. Il faut sensibiliser davantage. Donc, pour qu'ils sachent que même si on est né avec un handicap, on peut réussir sa vie. Il suffit juste d'être courageux. Il suffit juste d'avoir de l'abnégation. Il suffit juste d'avoir de la résilience. Il suffit juste d'avoir envie de surmonter les obstacles pour arriver voilà, au stade où on va arriver. C'est-à-dire que faire abstraction de son handicap et puis l'oublier. Exactement. Voilà. Parce que, comme moi, je dis dans ma philosophie, on est tous handicapés de quelque chose. Il y en a qui sont beaucoup plus visibles que d'autres. Ça peut être visible ou invisible. Voilà. Donc, quelque part, on est tous des handicapés. Exactement. Et puis voilà. Donc, voilà. En tout cas, Khalifa, je vous remercie beaucoup de cette interview, entrevue, et qui, je crois, donnera du baume au cœur à ceux qui sont dans le handicap et qui n'arrivent pas à surmonter cela, et que ça me permettra aussi à toute, comme le fait actuellement la France, d'accueillir une personne handicapée et de lui permettre de s'épanouir jusqu'à une médaille d'or olympique. Voilà, que ce soit un exemple pour toute la jeunesse d'une manière générale, et puis à toutes les personnes voilà. Excuse-moi, parce que j'aimerais rajouter un petit truc que j'ai oublié. En fait, moi, j'ai un projet, c'est pour le Sénégal. J'ai, à ma qualité de consultant en emploi, en insertion sociale et professionnelle, j'ai vraiment un projet de créer au Sénégal une structure donc, qui accompagnera donc, tous les jeunes, que ce soit handicapés ou non, donc une structure qui accompagnera les jeunes vers l'insertion sociale et professionnelle. Donc, et pour ça aussi, j'aimerais bien que les nouvelles autorités m'accompagnent sur ce projet que j'ai. Voilà, il y a l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes aussi, l'ANPEJ. Exactement. Je compte contacter tout ce qui est 3FPT, l'Office national de la formation professionnelle, l'ANPEJ, toute la direction de l'emploi, le ministère de la formation professionnelle. Toutes ces structures, je compte les contacter pour avoir un partenariat avec eux, pour qu'ils puissent m'accompagner dans ce projet. Voilà. Que vos vœux soient exaucés. Merci beaucoup. Soient exaucés, Khalifa, parce que tout ça, c'est juste pour le bien-être des jeunes d'une manière générale. Exactement. Et puis des jeunes handicapés. Exactement. Et voilà, que ce projet puisse aboutir un jour. Voilà. On vous dit à très bientôt, Khalifa. Merci beaucoup, Mayacine. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. C'est très gentil. Voilà, merci à toutes et à tous sur les ondes de Radio 91.3. Le téléphone reste le même, le 05 56 74 76 85. Eau de Radio vous dit à très bientôt avec un autre invité de marque.